va continuer à évoquer la possession, bien sûr, dans cette deuxième heure. Jean-Charles Bouchou, là, on a surtout parlé de possession amoureuse. Oui. Mais quand on entend Catherine qui parle, enfin, qui tout d'un coup à son chagrin qui explose à l'antenne parce que ses petits enfants vont partir. Qu'est-ce que vous dites là? C'est quoi? Mais il y a quelque chose qui va s'effondrer chez Catherine, mais on entend bien derrière le discours qu'il y a quelque chose qui va renaître. Et donc ça va être, j'ai le sentiment, je suis pas non plus Madame Irma, hein, mais j'ai le sentiment que pour Catherine, il va y avoir une renaissance. Et ça pourrait passer au travers des soins donnés aux animaux. Parce que les soins donnés aux animaux, c'est très différent des soins donnés aux gens. Aux gens, on attend un retour. Alors que de l'animal, pas forcément. Enfin, c'est naturel, quoi. On donne sans attendre de retour. Oui, bien sûr. Et puis, comme je dis souvent, l'animal ne nous déçoit pas. Du moins, c'est ce qu'on se dit, parce que il nous arnaque pas. Mais parce qu'il est un petit peu dépendant de nous finalement et qu'on garde. Je pense que si vous lâchiez un cheval dans la nature, il vivrait très bien sans vous. Hein. Il est dépendant parce qu'on le rend dépendant. Vous savez, parce que nous le possédons. Il n'y a plus beaucoup de grandes prairies. Hein. Non. Et en Camargue, on a des chevaux sauvages. Hein. C'est vrai. Mais enfin, semi-sauvages. En région parisienne, le pauvre. Sur les Champs-Élysées, ils n'arrivent pas à brouter. Non, je ne parle même pas de Paris, mais il y a des endroits où malheureusement les chevaux sont quand même un petit peu. Non, il y a une ville au sud d'Arles. Ils ont tellement de terrain que c'est pratiquement donné aux gens qui habitent là. Et les chevaux sont lâchés. Quand vous voulez faire du cheval, vous devez la veille parcourir les terres pour arriver à le retrouver déjà, l'enfermer dans un box et le lendemain enfin vous pourrez le monter et le cheval est redevenu à moitié sauvage, il faut le débourrer hein. Et les taureaux de Camargue c'est pareil, ils sont considérés comme sauvages. Oui, il y a des endroits encore en France où les chevaux sont assez libres, mais c'est quand même pas la majorité. Je vous l'assure. Bon, Jean-Charles Bouchou est avec nous, psychanalyste, psychothérapeute. On parle beaucoup avec vous souvent de la perversion narcissique, hein, mais aujourd'hui plus particulièrement, on évoque la possession. On est tous plus ou moins possédés à des moments de notre vie par quelque chose, par quelqu'un. Pour ceux qui peut-être prennent l'émission en cours, je rappelle qu'en début d'émission on a expliqué vraiment que souvent la possession ça vient d'un trauma dans l'enfance. Ça prend toujours racine dans un trauma, oui. Enfin toujours, non. Vous savez qu'on peut être possédé y compris par... nous sommes possédés y compris par notre microbiote. J'ai découvert ça en écrivant mon livre. On a à l'intérieur de nous des êtres microscopiques qui sont des champignons, des levures, des bactéries. On en a quand même 2 kilos. C'est énorme, hein. Et il y en a un, par exemple, qui se nourrit du sucre, de notre sucre. Eh bien, si vous arrêtez de manger du sucre, il va vous envoyer un message via le nerf vague qui va dire « je veux du sucre ». Et là, vous allez dire « je veux du sucre ». Et en fait, c'est pas votre désir, c'est le désir du candidat albicans. C'est ça. C'est étrange, hein. Eh ben, on voit bien comment... Donc on est possédé par le candidat albicans, plus ou moins, selon qu'on mange plus ou moins de sucre. Bonjour Muriel. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Muriel. Alors, moi je suis possessive, j'ai des enfants, j'étais très possessive avec ma fille. Et pourquoi? C'est parce que j'ai été agressée quand j'étais adolescente et du coup... j'avais très peur, je voulais être présente pour elle, alors de trop, parce que du coup, aujourd'hui, il a fallu qu'elle parte de la maison pour faire ses études à 18 ans, parce qu'il fallait absolument, parce que c'était très conflictuel. Et du coup, j'ai été possessive avec elle, je pense que j'avais peur pour elle. Oui, vous êtes possédé par le démon qui vous a été inoculé quand on vous a agressé. C'est ça. Hein? D'autant plus qu'elle avait des tenues des fois, des chemisiers ouverts, en fait, comme tout un chacun, en fait, comme toutes les gamines adolescentes, enfin pas toutes, mais beaucoup. Oui, et du coup pour moi c'était terrible, c'est une violence. Alors j'étais pas réceptive et du coup j'ai dit mais il faudrait que tu te couvres parce qu'on sait jamais. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Muriel projetait ce qui lui est arrivé. Elle projetait sa peur, oui, mais Muriel est capable d'en parler. Alors oui, on va appeler ça de l'identification projective. Non, parce que Muriel est capable d'en parler. Alors que quelqu'un de pervers, comme c'était le cas tout à l'heure avec le mari, je crois que c'était d'Aurélie ou d'Élise. Là, on est dans la perversion narcissique parce que l'autre va employer le déni. C'est-à-dire, il va dire « tu es nul »,
qui veut dire j'ai peur d'être nul. Mais dire j'ai peur pour toi, évidemment que la peur elle vous appartient, mais il y a aussi un souci de sécurité pour l'autre. Malgré tout, là on n'est pas exactement dans le... ça part aussi sur un principe de réalité, c'est-à-dire vous savez que ça arrive puisque ça vous est arrivé. Ça existe, vous l'avez vécu, vous avez peur pour elle. On est loin de la perversion narcissique. Oui, et en plus je l'ai pas, à cette période-là, je l'avais pas verbalisé parce que je voulais pas en parler. C'était, pour moi c'était tellement compliqué que voilà. Alors j'ai bien sûr j'ai été trop sur elle quoi. À ce niveau-là, la pauvre, elle se maquillait. Je trouvais que c'était, je lui interdisais beaucoup de choses. Hein. Et j'étais constamment sur elle, il est vrai. Et vous avez pu depuis en parler avec elle et du coup, régler ça, parce que finalement, elle est capable peut-être de comprendre pourquoi vous l'avez un petit peu brimée, si je puis dire. Oui, exactement. Et puis la distance, et puis la maturité aussi aujourd'hui, quoi. Je pense que elle comprend davantage. Il lui est arrivé aussi de mes aventures dans un logement où il y avait eu des agressions à côté, et j'ai répondu de suite présente parce que je voulais être là pour la protéger, même s'il y avait de la distance, être à son écoute, l'accompagner. Et j'étais assez contente. Je lui ai dit, je voulais être là pour toi dans ces moments-là. Parce que moi, il n'y a eu personne. Et voilà. Ça a été un drame. Alors, je fais une petite pause. Vous en voulez à vos parents? À ma maman. Voilà. Oui, c'est ça. Il est plus là, le trauma. Il y a le trauma lié à l'agression, mais il y a le fait que vous en voulez à votre mère. Donc c'est une colère qui est au fond de vous. C'est une rancune. Complètement. Oui, parce qu'elle a pas... C'est là qu'il faut aller travailler. Oui, c'est vrai. Ouais. Plus que sur l'agression. C'est ça. C'est un alibi, je crois, l'agression, plus que... Oui, complètement. Enfin, c'est un alibi. Non, vous l'avez quand même subi. Vous l'avez vécu, c'est une réalité. Oui, mais en fait, je détourne parce que la problématique, elle est ailleurs. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, je suis en colère après ma maman, oui. Et vous voulez pas être cette mère-là? C'est pour ça que peut-être mon mari a été très surpris de la surréaction. Mais en fait, je me suis trouvée 30 ans en arrière dans la situation où moi je dis j'ai besoin de toi et elle n'était pas là. Et du coup, c'est vrai que j'ai voulu, malgré les kilomètres, être là, l'accompagner, lui montrer qu'elle pouvait me dire tout ce qu'elle avait besoin de me dire. Voilà. Et du coup, ça m'a aidée aussi. Ce qui est bien, c'est que vous êtes consciente du pourquoi vous avez surréagi, même si on peut comprendre bien sûr qu'on surréagisse, mais vous êtes consciente. Donc déjà, c'est un premier pas important. Oui. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Tout travail sur un sentiment de possession, qu'il s'agisse de quoi que ce soit, il faut retrouver le trauma d'origine. Et je suis certain même que le trauma dont parle Muriel n'est pas forcément le trauma d'origine. C'était peut-être déjà une répétition de quelque chose qui est beaucoup plus antérieur. Parce que les vrais traumas se jouent dans les tout premiers temps de la vie. Ce qui voudrait dire que votre maman n'a pas été très sécurisante quand vous étiez très 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 petite. Oui. Il s'est passé quelque chose. Mais vous savez, j'en ai parlé, et je le mettrai dans mon livre, y compris avec un copain psychothérapeute qui dit, et ça peut même s'être passé dans le ventre de sa mère, où on peut avoir eu éventuellement, il semblerait que beaucoup d'entre nous avons eu des jumeaux qui ne sont pas nés, qui sont morts dans le ventre de la maman. Et là, ça peut même créer encore des traumas. Vous voyez qu'en psychanalyse, on va avoir du mal à travailler là-dessus, Personne n'a jamais dit, quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'avais un jumeau, parce que personne n'est au courant. C'est les fameux fantômes dont on a parlé en début d'émission. Ça peut être un autre fantôme, celui-là, oui, bien sûr. Ça peut être un esprit. Alors moi, je mets un mot, quand vous dites ça, il est vrai qu'elle voulait un garçon. Et je suis la seconde, et du coup, elle savait qu'elle n'allait pas avoir d'autres enfants, c'était comme ça. Et du coup, elle a mis beaucoup de projets en moi parce que c'était le dernier enfant qu'elle allait avoir, et malheureusement, ce n'était toujours pas un garçon. Et du coup, j'ai été le garçon manqué de la famille. D'accord. Elle j'avais les cheveux courts. J'étais très masculine aussi dans les vêtements, voilà. Donc inconsciemment, je remplissais ce manque-là de par mon comportement. J'étais toujours dehors, voilà. Mais à un moment donné, il faut que vous vous trouviez vous-même et que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez au fond.
Parce que là, quand vous racontez ça, c'est que la petite fille, elle voulait faire plaisir à maman et tant qu'à faire, essayer de ressembler à un garçon. Oui. Donc ça, c'est pas votre désir, c'était le désir de votre mère. Donc aujourd'hui, où vous en êtes avec ce comportement très masculin que vous avez peut-être encore ou que vous n'avez non, du tout, au contraire. D'accord. Donc vous avez réussi à être dans votre désir à vous et à vous éloigner de la petite fille. C'est bien. Ça veut dire que vous êtes mature. Moi, j'entends une femme qui sait qui elle est, en tout cas, qui est sur la bonne route. Oui, à partir du moment où j'ai compris le fonctionnement familial, je m'en suis détachée et j'ai essayé de casser cette chaîne-là pour pas le reproduire avec mes enfants. Voilà. La seule chose que j'ai envie de vous dire, moi, je suis persuadée qu'on a besoin toujours de pardonner à sa mère. Alors, encore une fois, quand je dis pardonner à sa mère, c'est juste de comprendre pourquoi elle a fonctionné comme ça et ne plus être dans la colère ou dans la haine, parce que ça, ce sont des choses qui nous font pas du bien. Après, on n'est pas obligé de pardonner totalement, hein, mais quand je dis ça, donc c'est juste peut-être ça qu'il faut voir où vous en êtes, s'il y a un petit peu encore un travail à faire. Oui. J'ai mis pas mal de choses dessus et en fait je comprends plus ou moins son fonctionnement et je parle davantage que je ne parlais avant. Je mets des mots sur des choses maintenant. Voilà. Et je pense qu'elle entend certaines choses parce qu'on était, vous savez, on est beaucoup dans le faire. Enfin, dans la famille, on est vraiment dans le faire. La communication, c'est une problématique. Voilà. Et du coup, maintenant, je dis les choses. Je mets des mots sur des mots. Voilà. Très bien. Ce que je ne faisais pas. Eh ben, très bien. Continuez. Voilà. Oui. Continuez. Merci beaucoup, Muriel, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous deux. Une petite